Je n'ai pas crié. Pas quand le fer a brûlé ma peau. Pas quand la vapeur a sifflé plus fort que mon pouls. Pas même quand ma sœur, Hélène, a souri en appuyant plus fort. Ce qui m'a brisé, ce n'était pas la douleur, c'était le silence. Maman se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, impassible. Papa était assis à la table de la cuisine, les yeux fixés sur son café. Personne n'a couru, personne n'a hurlé, personne n'a aidé. C'était ma maison. Mais cette nuit-là, j'ai réalisé que je n'en avais jamais fait partie. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. J'ai juste emballé tout ce que je possédais et je suis parti. Une promesse brûlant dans ma poitrine. S'ils me laissèrent brûler, je brûlerais tout ce qu'ils avaient construit. Ce fut la dernière nuit où ils m'ont vue impuissante. La fille qui est partie était marquée par les cicatrices, mais la femme qui est revenue, elle, portait le feu en elle. De l'extérieur, ils avaient peut-être toujours l'air parfait. Une clôture blanche, une peinture fraîche, les roses de ma mère s'épanouissant comme des soldats obéissants. Les voisins nous saluaient, mes parents souriaient. Hélène, ma sœur aînée, était l'enfant modèle. La fille brillante que tous les parents voulaient, j'étais l'autre. L'ombre qui suivait sa lumière parfaite. Hélène avait les trophées, les concours de beauté et le charme. J'avais les corvées, les couvre-feux et le silence. Quand nous étions petites, elle avait l'habitude de me tirer les cheveux et de dire que je n'étais que l'anomalie sur une photo de famille parfaite. Maman riait. Papa disait « Ne la provoque pas, Chloé ». J'ai appris jeune que la paix dans notre maison signifiait que ma douleur devait rester silencieuse. Chaque dimanche, nous étions assises à l'église dans des robes repassées, des chaussures cirées, les mains jointes comme de bonnes personnes. Mais aucun sermon n'a jamais adouci la voix de ma mère quand personne ne regardait. Aucune prière n'a jamais empêché Hélène de me murmurer que j'étais une moins que rien en me croisant dans le couloir. Une fois, j'ai dit à un professeur que je ne me sentais pas en sécurité à la maison. Les services de protection de l'enfance sont venus. Ils sont repartis avec des biscuits, des compliments et une carte de remerciement personnel signée par Jeanne Blanchard, ma mère. Cette nuit-là, Hélène m'a fait tomber dans les escaliers. J'avais 13 ans. Maman a dit que je devais arrêter de faire des histoires. Papa a seulement soupiré. Alors je suis resté à travers les bleus, les objets brisés et les promesses rompues. Je suis resté jusqu'à ce que l'université me donne une porte de sortie. Mais la vérité, c'est que je ne me suis jamais vraiment échappé. Pas vraiment. Parce que quand on grandit dans une maison construite sur des mensonges, aucune porte ne se ferme jamais complètement. Cela vous suit dans la façon dont vous sursautez face à la gentillesse, dans la façon dont vous vous excusez quand quelqu'un vous bouscule, dans la façon dont vous vous regardez dans le miroir et vous demandez si vous méritez de prendre de la place. Je suis parti physiquement, mais la brûlure vivait sous ma peau bien avant que le fer ne me touche. Et quand j'ai reçu l'appel de mon propriétaire ce week-end-là, une désinsectisation nécessitait 72 heures. J'ai hésité, la seule option que j'avais. Retourner dans la maison que je pensais avoir enterrée. Hélène m'a envoyé un seul mot par texto. Évidemment. Maman a suivi en disant que l'on te fera de la place. N'apporte pas de problème. J'ai voyagé léger, juste un sac, une chemise pour le travail et 1000 murs autour de mon cœur. Je me suis dit que ce ne serait que 3 jours. Garde la tête basse, reste silencieuse. Ne la provoque pas. Je ne savais pas alors que la brûlure qui m'attendait ne serait pas métaphorique. Elle serait faite de chair, de feu et de silence. Et que cette fois, ce ne serait pas moi qui nettoierais. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, je l'ai senti. Cette tension rance et lourde qui s'accrochait au papier peint comme de la fumée de cigarette. Rien n'avait changé. Les mêmes murs beiges, les mêmes coussins de canapé parfaitement arrangés. Le même silence qui criait plus fort que n'importe quelle gifle. Hélène était déjà là, affalée dans le salon comme une reine qui n'avait jamais abdiqué. Téléphone à la main, jambes sur la table, faux cils, vrai venin. Elle n'a pas dit bonjour, elle n'a même pas levé les yeux. Se contentant de ricaner et de marmonner qu'elle avait bien dit à maman que cela arriverait, maman était dans la cuisine. Elle m'a fait un signe de tête comme si j'étais un inconvénient. Pas une fille, pas une invitée, juste une question de logistique. Ta chambre est pleine de cartons de rangement. Tu dormiras sur le canapé-lit dans la chambre d'Hélène. Hélène a alors levé les yeux, des yeux comme des couteaux. Sa voix, douce et venimeuse, a dit « Les règles de la maison. Tu ne touches pas à mes affaires. Tu n'utilises pas mon miroir. Tu ne respires pas trop fort. » J'ai voulu rire, mais ma gorge avait oublié comment faire. J'ai dormi d'un œil. Elle a laissé la lumière allumée toute la nuit, faisant défiler les réseaux sociaux. Mettant des vidéos TikTok à fond, elle a renversé accidentellement du vernis à ongles sur ma chemise le lendemain matin.
Maman n'a rien dit. Papa était au travail. Mais s'il avait été à la maison, il aurait seulement haussé les épaules et serait retourné à son journal. Ce deuxième jour, je suis resté dehors, j'ai trouvé un coin tranquille à la bibliothèque et je me suis dit, plus qu'une nuit. J'ai regardé ma chemise de travail, la seule chose propre que j'avais apportée. Blanche, à boutons, facile à froisser. À 21h, je me suis glissé dans la buanderie pour la repasser. J'ai gardé la lumière tamisée. Je ne voulais pas réveiller les fantômes. Le fer était vieux. Il bourdonnait d'une colère sourde. La vapeur s'enroulait sur le métal tandis que je pressais chaque ligne, chaque pli avec précision. Si je pouvais garder la chemise impeccable, peut-être que quelque chose resterait sous contrôle. Puis j'ai entendu sa voix derrière moi. « Est-ce que je t'ai dit que tu pouvais toucher mon fer à repasser ?» Je me suis retourné. Elle se tenait là, un cocktail à la main. Ce sourire moqueur sur les lèvres. Rouge à lèvres. Parfait. Équilibre. Précaire. « C'est le fer de maman », ai-je répondu prudemment. Elle s'est approchée. « Non, c'est le mien. » Comme tout le reste dans cette maison. J'ai dégluti. J'en ai juste pour une seconde. « Tu as toujours été un petit parasite si jaloux. » L'insulte ne m'a pas piqué, pas comme avant. Mais la façon dont elle planait, les bras ballants, son énergie crépitante, je savais que quelque chose allait arriver. Elle a penché la tête, toujours souriante. « Tu essaies encore de faire comme si tu avais ta place ici. » J'ai baissé les yeux sur la chemise. J'ai repassé une dernière ligne. La vapeur a sifflé. « Va-t'en, Hélène. » Les mauvais mots. Elle a bougé. C'est arrivé si vite. Elle a arraché le cordon du mur. Et avant que je puisse réagir, le fer chaud s'est abattu sur mon bras. Je n'ai pas crié. Mon corps a basculé en arrière. Mes genoux ont fléchi. Le fer a heurté le sol avec un bruit sourd. Mais la douleur, mon Dieu, la douleur se propageait déjà comme un feu de forêt sur ma peau. Je suis tombé par terre, serrant mon bras. L'odeur de chair brûlée a rempli la pièce. Je me suis mordu la lèvre si fort que j'ai senti le goût du sang. Ma vue s'est brouillée. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je pouvais l'entendre. « Tu te fais toujours passer pour la victime », a-t-elle sifflé. « Tu n'as jamais eu ta place ici. Tu ne l'as toujours pas. » Et puis des pas, rapides, secs, familiers. « Maman !» Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. Ses yeux ont balayé la scène. Moi par terre, ma manche brûlée. Le fer encore chaud à côté de moi. Hélène debout, les bras croisés, comme si de rien n'était. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon sang !» a demandé maman d'un ton plat. « Elle m'a attaqué !» a dit Hélène sans sourciller. « Elle a essayé de me frapper avec le fer. Ma voix s'est brisée. Ce n'est pas vrai. Elle m'a brûlé. » Le regard de maman ne s'est pas adouci, n'a pas changé. Elle a regardé Hélène, puis moi, et l'a dit « C'est ce que les déchets méritent pour le simple fait d'exister. Aucune émotion, aucune hésitation. Juste un fait, comme si elle lisait la météo. Je ne pouvais plus respirer. Les mots coupaient plus profondément que la brûlure n'aurait jamais pu le faire. « Tu mérites pire », a-t-elle ajouté. J'ai levé les yeux. La bouche d'Hélène était crispée en un rictus de triomphe. Le visage de maman était de pierre, et derrière elle. Papa est apparu, à moitié endormi, tenant une tasse. Il n'a pas posé de questions. Il m'a juste regardé, a secoué lentement la tête et est retourné dans le couloir. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je suis restée assise là, mon bras se couvrant d'ampoules, ma poitrine vide, et j'ai réalisé que quelque chose en moi venait de mourir. Mais autre chose était née à sa place. C'était plus froid que la douleur, plus tranchant que la haine. Je me suis levé. Hélène a reculé, surprise, comme si elle s'attendait à ce que je reste par terre. Maman a haussé un sourcil. « Tu ferais mieux de nettoyer ça. » Je les ai regardées toutes les deux. « Je serai hors de votre maison dans 5 minutes. » ai-je dit, mais cette fois, je ne fuis pas, je me souviens. Maman a ricané. « Tu crois que tu nous fais peur ?»« Non, » ai-je dit d'une voix basse, mais bientôt. Vous apprendrez que même un parasite peut vous laisser vide. Je n'ai pas pris la chemise, je n'ai pas pris la valise, je n'ai même pas pris mon chargeur. Je suis sorti avec rien d'autre que la vérité. Et j'ai juré sur chaque centimètre de peau brûlée que je ferai en sorte que cette vérité fasse mal. Je ne suis pas allé aux urgences. Je suis entré dans une pharmacie ouverte 24 heures sur 24, avec un visage engourdi et un bras en feu. J'ai acheté de la gaze, de la crème pour les brûlures et des analgésiques. J'ai payé en espèces. Le pharmacien m'a jeté un coup d'œil, a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai pansé la plaie en silence, pas de larmes. Juste de la précision, comme si je pliais quelque chose de tranchant et de sacré. Je ne suis pas allé à la police non plus,
À quoi bon? Maman présidait le comité de bien-être de la communauté. Papa jouait au poker tous les vendredis avec le chef de la police, même si j'avais des photos, même si j'avais des bleus. Il sourirait et qualifierait cela de malentendu. Il l'avait déjà fait. Mais je ne suis pas non plus retourné à mon appartement. Je suis allé chez Manon. Elle a ouvert la porte en pyjama, les cheveux en désordre, les yeux écarquillés. « Chloé, je n'ai rien dit, j'ai juste remonté ma manche. » Son hoquet de surprise a résonné dans la petite entrée. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Je me suis assise sur son canapé. Les coussins se sont affaissés sous moi. Je n'ai pas besoin d'aide pour le cacher. Ai-je dit, j'ai besoin d'aide pour retourner la situation. Manon m'a regardé une seconde, puis a hoché la tête. J'en suis. Nous sommes restés debout toute la nuit. Elle a apporté du thé, j'ai sorti les souvenirs. De vieux messages textes, des messages vocaux, des photos de bleu que j'avais stockées et jamais osé partager. Des captures d'écran où Hélène se moquait de moi dans des conversations de groupe, m'appelant le défaut. Un message vocal venait de maman, riant au téléphone, disant que Chloé marque comme une pêche. On a à peine besoin d'essayer. Les mains de Manon ont tremblé quand elle a appuyé sur lecture. On en a assez, a-t-elle murmuré, assez pour les faire tomber. Non, ai-je dit, pas seulement tomber, je veux que le monde voie ce qu'elles sont quand personne ne regarde. Manon s'est penchée en arrière, les yeux concentrés. Alors on fait ça intelligemment, de manière contrôlée, proprement. Je ne voulais pas de chaos, je voulais de la clarté. Elles avaient toujours utilisé leur silence comme une arme. Maintenant, j'utiliserai leurs mots, leurs propres mots, comme une lame. Hélène avait passé des années à polir son image jusqu'à ce qu'elle brille, parfaite sur Instagram, lustrée par les relations publiques, reine des publications sur l'émancipation factice, des brunchs filtrés et du jargon d'entreprise. Elle travaillait dans une agence de marketing d'élite, Luxe RP Centre-Ville. Son travail, gérer des clients haut de gamme, maintenir les réputations et gérer les crises. L'ironie était presque poétique. Je ne voulais pas seulement qu'elle soit licenciée, je voulais qu'elle soit exposée par le système même qu'elle pensait posséder. Manon m'a aidé à tout mettre en place. Nous avons créé une fausse identité de consultante, une petite marque de bien-être à la recherche de soutien en relations publiques. Nous avons acheté un téléphone prépayé, créé une adresse courriel professionnelle et utilisé l'appartement de Manon comme adresse de bureau officiel. Nous avons soumis un vague descriptif de projet demandant Hélène nommément. Votre image de marque est si audacieuse, ai-je écrit dans le courriel. J'adorerais travailler avec quelqu'un d'aussi hardi et sans complexe. En moins de 48 heures, nous avions un rendez-vous. Je portais une perruque brune, de grandes lunettes et un tailleur pantalon gris, professionnel, oubliable, méconnaissable. Hélène est arrivée avec 10 minutes de retard, sa queue de cheval blonde impeccable, son sourire fabriqué. Elle ne m'a pas reconnu, pas même un frémissement. La réunion fut brève, j'ai hoché la tête, posé de fausses questions, feint l'admiration, puis j'ai glissé une grande enveloppe sur la table. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé en l'ouvrant nonchalamment. À l'intérieur, des photos de bleu, des captures d'écran de messages, une transcription imprimée de son message vocal d'ivresse. Honnêtement, gifler cette perdante est la seule chose qui fonctionne. J'ai regardé son visage passer de la confusion à l'incrédulité, c'était puis à l'horreur. Elle a levé les yeux, sa voix s'est faite plus basse. « Pour qui vous prenez-vous » Je me suis penché en avant. Je suis l'anomalie sur votre photo parfaite, celle que vous avez essayé de brûler. Sa main tremblait. Je vais vous poursuivre en justice. Je me suis levé calmement et j'ai tapoté mon téléphone. Derrière elle, à une table près de la fenêtre. L'amie de Manon, une stagiaire en droit, avait enregistré tout l'échange. Nous sommes sortis avant qu'Hélène ne puisse dire un mot de plus. Le lendemain matin, Luxe RP a publié une déclaration. En raison de préoccupations comportementales et de nouvelles preuves présentées. Le contrat de Mademoiselle Blanchard a été résilié en attendant une enquête plus approfondie. Son compte Instagram est devenu inaccessible. Ses sponsors ont disparu. Le vendredi, elle était en tendance, mais pas de la manière qu'elle aimait. Je n'ai rien publié, je ne me suis pas vanté, je suis juste resté assise avec Manon, sirotant un café, une de moins, ai-je dit doucement, et pour la première fois depuis des années. J'ai ressenti de la chaleur sans me brûler. Si Hélène régnait sur les réseaux sociaux, maman régnait sur le monde réel, l'église, les collectes de fonds, les conseils scolaires, pour l'extérieur. Jeanne Blanchard était l'image de la dignité, organisatrice, bénévole, porte-parole des valeurs familiales. Couronnée mère de l'année 3 fois de suite par le journal local,
mais personne ne l'avait vue derrière les portes closes, quand elle riait pendant qu'Hélène me couvrait de bleu, quand elle me disait que j'étais une erreur qui vivait trop longtemps. J'ai attendu. Je savais que le moment parfait viendrait, et il est venu. Le gala communautaire de printemps. Maman devait prendre la parole au podium pour prononcer son monologue annuel sur la résilience, l'unité et les familles fortes. Elle aimait les caméras. Elle aimait les applaudissements. J'ai acheté un billet, une simple robe noire. Personne ne m'a reconnu. Alors qu'elle montait sur scène, la foule a applaudi. Téléphone levé, presse prête, elle a commencé. Cette communauté a été bâtie sur la compassion, sur la grâce et sur l'amour qui commence à la maison. Je me suis avancé, calmement, d'un pas sûr. L'hôte de l'événement a cligné des yeux de surprise alors que je lui tendais une petite clé USB. Ceci a été envoyé anonymement, ai-je dit calmement. Pour le segment hommage de ce soir, le titre est « Ce que la famille signifie vraiment ». Les lumières se sont tamisées, l'écran derrière ma mère s'est allumé. D'abord, une photo d'un bras contusionné, puis un avant-bras brûlé, puis un extrait de message vocal. Chloé marque toujours comme une pêche. C'est presque drôle de voir à quel point il est facile de l'atteindre. Les gens ont sursauté. Un autre clip audio, la voix de maman à nouveau. Elle n'aurait jamais dû naître. J'avais prié pour avoir un fils. Le silence est tombé sur la salle. J'ai regardé maman se figer. Son visage ne bougeait pas, mais ses mains agrippaient le podium. Des murmures ont fleuri dans la foule. Les téléphones se sont abaissés. Et puis je me suis avancé, juste assez près pour qu'elle m'entende. C'est ce que les déchets méritent pour le simple fait d'exister, n'est-ce pas? Profite des projecteurs. Jeanne. Elle a lâché le micro, littéralement, et s'est enfuie au lever du soleil. L'histoire s'était répandue. Le conseil paroissial local a demandé sa démission. Les sponsors se sont retirés de ces événements. Le journal a retiré son profil des archives des mères d'héritage. Elle a essayé de dire que c'était fabriqué, que quelqu'un avait imité sa voix, mais la vérité n'a pas besoin de crier, elle a juste besoin d'être diffusée. Et cette fois, personne n'applaudissait. Je m'attendais au silence, ce à quoi je ne m'attendais pas. C'était une action en justice. 2 semaines après le gala, j'ai reçu une épaisse enveloppe par la poste, adresse de l'expéditeur, Jeanne Blanchard. À l'intérieur, une plainte formelle, diffamation, détresse émotionnelle, atteinte à la réputation. Cela aurait été drôle si ce n'était pas si désespéré. La même femme qui était restée dans une cuisine pendant que la peau de sa fille brûlait voulait maintenant que le monde croie qu'elle était la victime. Hélène s'est jointe à la requête. Elles ont affirmé que j'avais tout truqué, photos, audio, horodatage. Elles ont dit que j'étais mentalement instable, que j'avais toujours été une fille jalouse et dramatique en quête d'attention. Mais ce n'était pas le lycée, et elles n'avaient plus d'avocat. Pas depuis qu'Hélène avait perdu son emploi et que les donateurs du gala de maman avaient disparu. Moi, en revanche, j'avais construit discrètement, j'avais économisé, je m'étais préparée et j'étais devenue plus forte dans l'ombre. Je me suis présentée seule à l'audience préliminaire. Tailleur noir impeccable, brûlure presque guérie, aucune peur dans mes yeux. Elles se sont présentées dans des vêtements d'église démodés et en proie à la panique. Maman serrait son collier de perles comme s'il pouvait la protéger. Hélène portait des lunettes de soleil à l'intérieur. Elles m'ont qualifiée d'instable, elles m'ont qualifiée de dangereuse. Mais quand le juge a demandé des preuves, j'ai ouvert un dossier. Capture d'écran imprimée, reçus médicaux, transcriptions audio. Même un courriel qu'Hélène m'avait envoyé 2 ans plus tôt intitulé « Tu es né non désiré ». Ne l'oublie pas. Le juge a tout examiné. Il n'a pas posé beaucoup de questions. Il n'en avait pas besoin. Après 20 minutes, il a levé les yeux. Ceci n'est pas une action en justice, a-t-il dit, c'est une tactique d'intimidation. Affaire classée. Inscrite au dossier, de façon permanente, maman a eu un hoquet. Hélène a fondu en larmes. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis juste levé. J'ai rassemblé mon dossier et je suis passé devant elle. Pas en tant que leur victime, pas en tant que leur fille, mais en tant que la tempête qu'elles avaient la créée, frappant enfin en retour. Je ne suis pas rentré à la maison après l'audience, ni à mon appartement, ni chez Manon. Je suis allé au bureau de l'Envol du Phénix, l'organisation à but non lucratif que j'avais discrètement aidé à financer au cours de l'année écoulée. Nous venions de signer notre premier bail, un espace modeste, une salle pour l'aide juridique, une autre pour la thérapie des traumatismes. Notre devise était suspendue au-dessus de la porte. Toutes les brûlures ne laissent pas de cicatrices visibles. Nous offrions de l'aide à ceux qui étaient blessés par les personnes dont on ne parle jamais. Les sœurs,
les mères, les tantes, les abuseurs se cachant derrière les gâteaux d'anniversaire et les programmes de l'église. 6 semaines plus tard, un journaliste m'a contacté. Ils avaient entendu des rumeurs sur mon histoire. J'ai accepté de parler anonymement. L'interview a été diffusée un mercredi. Une citation s'est répandue comme une traînée de poudre. Elle a appuyé un fer chaud sur ma peau. Mais la véritable cicatrice était le silence. C'est cela que j'ai brisé. Des milliers de personnes ont répondu. Des courriels, des lettres, des histoires comme la mienne. Hélène l'a vu. Bien sûr qu'elle l'a vu. Elle a posté une vidéo tremblante sur YouTube, avec des larmes, des dénégations, une culpabilité de crocodile. Mais les commentaires se sont retournés contre elle. Tu as brûlé ta sœur. Et maintenant tu es en colère parce qu'elle a transformé cette douleur en quelque chose que tu ne peux pas détruire. Ses abonnés ont disparu. Son propriétaire a résilié son bail. Elle a été mise sur liste noire par toutes les agences de relations publiques de la région. Maman a essayé de faire du bénévolat à nouveau au centre communautaire. Ils ont dit « Nous sommes au complet ». Un soir, mon téléphone a sonné. Le numéro d'Hélène. Sa voix s'est brisée. J'ai tout perdu. « Non », ai-je répondu doucement. « Tu as perdu tout le monde. » Clic. J'ai éteint le téléphone et je suis entré dans la salle de conseil où une adolescente était assise. La manche baissée, je lui ai souri. Et à cet instant, j'ai su. Elles ont essayé de me brûler vive, mais je n'ai pas seulement survécu. Je suis devenu ignifugé et de leurs cendres. J'ai construit quelque chose qu'elles ne pourront jamais toucher.